Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment construire une maison en conscience. Alors sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui, vous allez voir que c'est pas tout à fait en conscience et qu'il manque un paramètre important. Je vous renvoie quand même dans le raisonnement, c'est comment j'ai fait pour savoir comment il faut construire une maison en conscience. Il faut toujours se référer aux trois lois galactiques que j'ai expliquées dans la vidéo numéro 11 et vous comprendrez. Quand on construit une maison, on crée une nuisance à l'environnement, obligatoirement. Et donc, ça implique de réparer les dégâts causés à l'environnement. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc, dans ce cas-là, quand on équilibre, on a causé des dégâts et qu'on les répare, on est dans une situation d'équilibre, de durabilité et de conscience. Alors, aujourd'hui, on a des maisons parce que génétiquement, on n'est pas capable de survivre sans maison. Ça, c'est le premier point. Et donc, cette faiblesse génétique nous oblige à construire des maisons pour être à l'abri du climat. Dès lors, parce que forcément, si on était capable de faire évoluer notre génétique et de résister à toutes les températures, ça résoudrait énormément de problèmes, hein. Mais ça, on en est loin d'être capable de le faire. Donc, on construit des maisons avec des matériaux. Alors, les matériaux écologiques, bien entendu, sont à privilégier. Ce qu'il y a de mieux, vraiment, moi j'ai fait un stage en maison paille, terre paille, dans les Pyrénées en période de canicule, donc j'ai pu faire des tests thermiques. La paille est un mur de 40 à 50 cm, selon comment on oriente la paille, qui est totalement imbattable en termes d'isolation. C'est-à-dire si vous voulez faire une maison passive, le meilleur isolant qui existe dans le monde, c'est la paille. Il existe un isolant encore plus performant, mais c'est un isolant de la NASA qui est fait à base de mousse d'hydrogène, je crois. Mais bon, enfin, c'est pour la NASA, c'est pas pour nous. Donc nous, c'est la paille. Le problème de la paille, c'est que ça ne supporte pas l'eau, au même titre que le bois qui ne supporte pas l'eau. Donc quand on fait des murs, l'isolant est constitué de paille et le structurel est constitué de bois. Ce sont des poteaux avec une ossature bois qui permettent de soutenir un toit. On consomme donc, il faut environ 3 hectares de culture de blé pour récolter la paille suffisante pour construire une maison. Vous voyez, finalement, c'est pas énorme. Il faut environ, j'ai fait le calcul, entre 700 et 900 bottes de paille pour construire une maison. C'est des bottes de paille qui font 90 de long en général, 70-90. Ça doit faire 40 cm d'épaisseur et ça fait 50 cm de large, si je me souviens bien. Donc du point de vue environnemental, tout ce qui la récolte de la paille, comment elle peut être compensée, sachant qu'il faut un tracteur et puis une moissonneuse batteuse et puis une machine à botte de paille. Donc tout ça, ça a un petit impact environnemental. Donc ça, vous le compensez en plantant des arbres fruitiers sur votre terrain, sans problème. Par contre, vous ne pourrez pas compenser les dégâts à l'environnement sur le bois de construction. Parce que si vous calculez les mètres cubes de bois qu'il faut pour construire votre maison, sachant que ce sont des essences un peu particulières, sur un terrain de seulement 2000 m², vous ne pouvez pas réparer les dégâts à l'environnement. Donc en fait, pour construire une maison en conscience, individuellement, il est fondamental de ne pas avoir que 2000 m², mais il faut avoir 8000 m². Donc je vous rappelle qu'en France, si on divise la population par la surface habitable constructible, donc ça exclut les montagnes, ou les parties vraiment où c'est pas viable. Donc j'ai enlevé 20% de la surface de la France en gros, et puis j'ai divisé par la population de la France, et ça nous fait un droit à 8000 m² chacun. Donc si on a 8000 m², alors là on peut réparer les dégâts causés à l'environnement par la construction de sa maison. Parce qu'en fait, les maisons, l'idéal c'est d'utiliser le Douglas en termes de charpente, qui est un bois léger et résistant à la flexion, et qui est naturellement résistant aux insectes.
il y a un insecticide génétique dans le Douglas. Il est très très peu attaqué par les insectes. Donc, dans la deuxième essence qu'on peut utiliser, c'est le chêne. Et la troisième essence, ce serait le châtaignier, éventuellement le hêtre. C'est vraiment l'essence d'arbres qui poussent dans notre pays. Ça, c'est fondamental pour éviter les pollutions de transport. Donc ça veut dire que quand vous construisez votre maison, il faut replanter l'équivalent en mètres cubes d'arbres qui ont permis de construire votre maison. Donc, alors, ça, je n'ai pas calculé le cubage pour le bois, parce que moi, je n'ai pas encore construit la maison. Mais disons que, supposons qu'il faut 50 mètres cubes de bois, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir alors, un Douglas, c'est-à-dire qu'un pin Douglas, il faut savoir que ça mesure 30 mètres de haut. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de planter un pin Douglas sur une petite parcelle de 2000 mètres carrés, parce que des arbres qui montent aussi haut que ça, avec la tempête, ça tombe sur votre maison. C'est beaucoup trop haut, ça. C'est des arbres qui vont casser à la tempête. Le chêne est résistant à la tempête, donc on peut planter quelques chênes sur son terrain, mais ce sont des arbres quand même assez envahissants, donc c'est adapté à des très grandes surfaces de terrain en fait. Moi j'ai planté quelques chênes, mais bon voilà, ça va pas très loin quoi. On sature vite, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une parcelle de 8000 mètres carrés. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut avoir 8000 mètres carrés. C'est la première raison, c'est de pouvoir être autonome en termes de paillage et de foin. Parce que si vous avez 2000 mètres carrés de terrain et forcément vous avez une surface de potager par personne, mais le paillage ne sera pas suffisant pour seulement 2000 mètres carrés pour alimenter la famille. Moi déjà, je récupère le paillage du voisin juste pour 1800 mètres carrés. Et lui, il a 1500 mètres carrés. Donc ça fait 3000. Il faut 3000 mètres carrés pour alimenter un potager pour une personne. Donc vous voyez, c'est important quand même. Le paillage, ça représente beaucoup de surface. Donc c'est pour ça, il faut absolument faut acheter un hectare, quoi, en gros, ou 8000 mètres carrés, peu importe. Et là, on est autonome en paillage et on peut planter les grosses essences d'arbres pour réparer les dégâts causés à l'environnement. Et l'avantage, c'est que quand vous construisez votre maison et que vous plantez des pins de glace, des chênes, des hêtres, des noyers, enfin toutes les essences de bois qui peuvent être sympas pour la construction, du châtaignier. Le châtaignier pousse pas partout, alors voilà, donc il faut le savoir. C'est des terres particulières. Mais le chêne, ça pousse partout, le pin de glace, ça pousse partout, il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez besoin d'entretenir ou de remplacer un bois ou quelque chose, et bien, comme vous avez replanté une partie de forêt sur vos 8000 m² de terrain, ben, vous pouvez abattre un arbre et puis refaire des poutres avec cet arbre, et puis vous êtes dans un cycle durable. Et vous avez la proximité, c'est-à-dire vous faites venir une scierie mobile, vous faites découper les troncs, vous sortez les planches, etc. Et donc vous réparez votre maison de manière très écologique, vous minimisez les transports, etc. Et en plus, quand on fait venir une scierie mobile, c'est moins cher au mètre cube, hein, ça faut le savoir, que d'envoyer une scierie. C'est ce qui coûte cher, c'est de transporter les troncs jusqu'à la scierie et puis de les ramener parce que c'est très lourd, etc. Donc le mieux, c'est de réduire les transports des parties lourdes. Le point qui n'est pas fait, donc tout ça, ça existe déjà. Donc on peut le faire, c'est connu, les techniques de construction sont connues. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, ou parfois c'est fait mais de manière involontaire, c'est que le problème du bois, c'est que ça ne supporte pas l'eau. C'est-à-dire un bois, ça peut durer 1000 ans, à condition de ne pas être au contact de l'eau. Et un bois, si c'est au contact de l'eau, ça peut durer 10 ans. Et si on peint le bois, etc., pour le protéger de l'eau, tout ça, c'est des produits chimiques, d'ailleurs, qui vont être en pénurie bientôt sur Terre, surtout pour le blanc. Et la peinture, c'est pas vraiment une solution. C'est très coûteux. Et la peinture, il faut en remettre sans arrêt. Et le caractère biodégradable de la peinture, il existe des peintures biodégradables à 100% qu'on utilise pour les ruches d'abeilles. Mais il faut faire sa peinture soi-même, ou il faut l'acheter, mais elle est très chère, etc. Il faudra quand même refaire régulièrement, donc on devient un peu esclave de l'entretien de sa maison, et c'est pas trop le but, quoi.
Donc l'idée, c'est que aujourd'hui un mur n'a qu'une seule fonction, c'est séparer l'extérieur de l'intérieur, c'est-à-dire deux différences de température. Le mur aujourd'hui il ne sert qu'à séparer pour s'isoler de la température froide dehors ou trop chaude. Le problème c'est que le mur n'a qu'une seule fonction. Il a une fonction avec plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire la fonction isolation plus la fonction structurelle, mais sa seule fonction c'est de séparer deux zones. Donc ça c'est pas très intelligent. Le plus intelligent, c'est toujours de donner plusieurs fonctions à un objet. Donc le mur, il faudrait qu'il ait plusieurs fonctions. Donc on peut donner une troisième caractéristique qui serait la résistance à l'humidité. Et à la fois, à cette caractéristique résister à l'humidité, mais de manière vraiment durable et sans entretien, il n'existe qu'un seul matériau, c'est les matériaux vitreux. Et il se trouve que dans les matériaux vitreux, il existe une fonction supplémentaire qui s'appelle l'énergie, le panneau photovoltaïque par exemple. Donc maintenant on fait des panneaux photovoltaïques noirs qui sont design, etc. Et si après la couche de bois ou après la paille, il y avait un panneau photovoltaïque sur toute la surface totale de tous les murs de la maison, y compris le toit, etc. Parce que les tuiles aussi, les tuiles c'est pas durable, les tuiles ça dure 25 ans. Les ardoises, c'est 50 ans, il faut les remplacer, c'est extrait des carrières, ça demande beaucoup d'énergie, ça dure pas très longtemps, c'est beaucoup de problèmes, et c'est pas très efficace finalement. C'est joli, mais c'est pas très efficace. Et puis l'argile, il n'y en aura pas éternellement si on tape sans arrêt dedans, parce que l'argile, c'est quand même, ça a un caractère vivant, l'argile. La terre, c'est quelque chose de vivant, dedans il y a des insectes, il y a de la vie. Prélever la terre, c'est d'une certaine manière, c'est criminel vis-à-vis de la vie. Et pour réparer ça, on ne peut pas. Si vous prélevez de l'argile, alors certes c'est recyclable à l'infini, ça c'est un avantage, mais vous privez quand même, quand quand l'argile est cuite, telle de la tuile, elle perd son caractère recyclable à l'infini. Si vous faites des murs en terre, ils ne sont pas cuits. Donc la terre, une fois qu'elle sera détruite, elle reprendra vie. Les insectes redonneront de la vie à la terre. Mais quand on fait des tuiles, on les cuit. Et bien la vie ne reviendra jamais. Donc cet argile, il est perdu. C'est pas un cycle infini. C'est un cycle qui épuise les ressources d'argile. Donc la tuile, c'est à proscrire. Il faut remplacer la tuile par des panneaux photovoltaïques ou par des matériaux vitreux, peu importe, céramique, etc. Mais qui ne s'altèrent pas dans le temps, qui vont durer 1000 ans. Et en plus, ça peut être très joli. Et pareil pour les murs doivent être protégés par un matériau vitreux. Et si en plus il a la fonction énergie, bon, bah, c'est encore mieux. Vous récupérez comme ça deux fonctions. Voilà. Donc aujourd'hui, vous n'en voyez pas des maisons recouvertes de matériaux vitreux pour durer. À part les baies vitrées, c'est tout ce qu'il y a. Donc vous voyez, alors certes, aujourd'hui, ça serait très cher. Il faut reconnaître que là, si on veut faire ça, c'est assez cher. C'est cher parce qu'on ne l'a pas mis en œuvre en série de manière économique. On ne s'est pas donné la peine de réfléchir sur le caractère vraiment durable et réparation à l'environnement, etc. Et de minimiser les dégâts pour avoir un minimum d'efforts à fournir pour réparer les dégâts. Et il faut que ces dégâts soient réparables. Voilà, donc c'est ça le concept. Moi, quand je vais construire une maison, elle va respecter ces critères de protéger le bois pour que le bois, parce que alors ce qui se passe, c'est que quand on ne met pas de matériaux vitreux, quand on fait une maison tout en bois, par exemple, alors il y en a qui l'entretiennent, d'autres qui ne l'entretiennent pas, hein. Il y en a qui font du Douglas extérieur, ils laissent le bois griser, et puis quand il sera foutu, ils le remplaceront. Le problème, c'est qu'une fois que le bois est mort et qu'il est coupé, sa durée de vie, elle est inférieure au temps que l'arbre pousse. Le bois va s'altérer plus vite que l'arbre aura le temps de pousser. Donc on est dans un système de déséquilibre. C'est-à-dire chaque fois qu'on construit une maison, on déforeste et on n'arrive pas à reforester suffisamment vite pour alimenter toutes les maisons en entretien et en remplacement des bois pourris. On a un déséquilibre. Alors que si on rajoute un matériau vitreux, même si la fabrication de ce matériau vitreux a un impact sur l'environnement, elle va avoir un effet protecteur de l'environnement, c'est-à-dire protéger le bois.
Et forcément, entre un bois qui dure 40 ans et un bois qui dure 1000 ans, la question se pose quand même. Parce que là, pour le coup, on peut reforester vraiment. Et du coup, là, on ne consomme plus de bois. Et c'est le grand intérêt des matériaux vitreux. Donc ça, pour le moment, je l'ai vu nulle part. Et enfin, je l'ai vu quelque part, mais pas sur Terre. Et d'ailleurs, sur d'autres planètes, le mur a même une troisième fonction, c'est que en fait, le mur est un ordinateur. Voilà, mais je dis pas que tous les bâtiments sont comme ça. Mais en tout cas, dans mon témoignage de la visite de la bibliothèque, par exemple, la bibliothèque, elle a des murs, c'est des ordinateurs. Tous les murs, c'est un ordinateur. C'est un matériau vitreux qui isole, qui capte l'énergie, parce que c'est des énergies libres, hein. Il n'y a pas de centrale d'énergie qui alimente. Le mur lui-même produit sa propre énergie. Il a son système d'intelligence, il sépare deux milieux au niveau thermique. Pardon, j'ai touché le micro. Et, ça alimente toute la base de données du savoir. Ça permet d'apprendre tout ce qu'on a besoin de savoir pour vivre, etc. Dès qu'on a besoin de construire quelque chose, on accède à la base de données et vous avez toute la bibliothèque du savoir dans les murs. Et bon, ça peut aussi générer des images, enfin, toute la technologie qu'on peut imaginer, mais ça fonctionne pas ça fonctionne par télépathie en réalité. C'est plus efficace pour transmettre les messages. Voilà, donc ça, on le fera pas, hein, évidemment, c'est pas de notre niveau. Mais on peut faire la partie vitreuse qui a pour but de protéger le bois et aussi avoir de l'énergie. Alors, même si le panneau n'est pas orienté dans la bonne direction par rapport au soleil, c'est pas grave, il va quand même produire de l'énergie, même au nord, parce que déjà la lumière du ciel va suffire à produire de l'énergie. Alors pour vous donner une idée de la quantité d'énergie qui sera produite quand on n'est pas au soleil, eh ben, il faut diviser par 10 ou par 20. Alors si je me souviens bien, c'est un panneau de 400 watts. Eh bien, quand il est à l'ombre, il va générer 20 watts, à peu près, quoi, entre 20 et 40 watts, selon la luminosité. Donc vous voyez, ça diminue beaucoup hein, quand on n'est plus au soleil, hein. Il y a beaucoup moins d'énergie. Et alors, par contre, il faut penser à laisser un vide d'air entre le matériau vitreux pour les panneaux photovoltaïques, parce que les panneaux photovoltaïques, ils n'aiment pas la température pour bien fonctionner. Donc ça veut dire qu'il faut faire un vide d'air entre le panneau. Alors donc on aurait la paille, la structure en bois pour de la maison, un parement en bois, un vide d'air et une protection vitreuse de toute la maison. Et là, on a une maison qui est durable. Vous revenez dans 500 ans, la maison. Alors, c'est bien de faire un petit traitement écologique qui donne un mauvais goût au bois pour les insectes. Comme ça, certains insectes qui voudraient quand même attaquer le bois, ils vont trouver que le goût est mauvais, donc ils vont aller manger ailleurs. Ça peut être sympa, mais donc moi j'utilise pour le traitement du bois, j'utilise Wood Bliss, qui est un produit qui a été inventé il y a quelques années au Québec, Wood Bliss. Et par-dessus, moi je fais un traitement à l'huile de lin pure, qui est de l'huile cuite, et je mets du gros sel dedans. Et je rajoute ça par-dessus. Donc ça fait l'huile de lin, ça a un mauvais goût, hein. Donc ça, mais par contre, le problème du Wood Bliss, c'est que ça va donner mauvais goût au bois, mais la durée de vie de l'efficacité du produit, au début, ils disaient que c'était garanti à vie, après ils ont retiré les documentations commerciales que c'était garanti à vie, l'effet du produit, donc je ne sais pas. Mais ce que je suis sûr, c'est que quand vous traitez l'huile de lin, le mauvais goût, il sera permanent. Donc un bois traité à l'huile de lin, il n'y a pas beaucoup d'insectes qui vont l'attaquer, hein. Donc les deux produits, moi je mets les deux carrément. Ça c'est un peu cher le Wood Bliss. Donc, si vous n'avez pas de sous, vous mettez que de l'huile de lin. Alors l'huile de lin, c'est ce qu'il y a de moins cher, hein. Je crois que c'est 1 € le litre ou un truc comme ça, ouais, c'est 1 € le litre. Alors, il faut l'acheter en bidon de 10 litres, c'est l'idéal. Surtout le prendre en pur, hein, parce que si vous ne le prenez pas en pur, il y a des additifs pétrochimiques dedans, des cicatifs. Alors le cicatif, ça sert à rien, l'huile de lin, parce que l'huile de lin est cicative naturellement. Alors évidemment, s'il n'y a pas le cicatif, ça va aller un peu moins vite, mais le résultat final sera le même. Et voilà quoi. Et alors il faut savoir qu'on peut utiliser toutes les huiles, hein. Alors ça sent pas très bon l'huile de lin.
J'ai fait plusieurs tests. L'huile qui sent en intérieur, par exemple, si vous voulez faire un traitement à l'huile en intérieur, le mieux c'est de prendre le colza. Le colza, ça sent super bon. Sur le sapin, par exemple, en intérieur, vous pouvez mettre ça. Alors le sapin, c'est pas un putré, c'est le problème du sapin, c'est mieux de mettre du Douglas, mais si vous avez du sapin, bah, vous mettez du sapin. Mais le sapin, lui, va être beaucoup plus exposé aux insectes, hein. Il n'a pas cette protection naturelle comme le Douglas. Voilà. Donc le Douglas, c'est un bois qui est rose, hein. Mais ce côté rose, il disparaît dans le temps. Mais quand il a été fraîchement coupé, c'est un bois qui est rose. Puis après, il redevient blanc comme les autres, hein. Voilà ce que je peux vous dire sur les maisons, comment faudrait les construire. Voilà. Bien sûr, alors j'ai pensé aussi pour le béton. Ah oui, les fondations, le béton. Je pense que c'est pas nécessaire d'utiliser du béton pour faire les fondations d'une maison. Alors d'abord, il y a deux choses, il y a deux problèmes dans le béton. Alors c'est le sable qui est extrait. Alors là, j'ai vu récemment une émission. Mais le sable, je croyais qu'ils le prenaient dans les rivières, mais non. Maintenant, ils le prennent sur les plages, quoi, carrément. Et il y a des plages qui voient le niveau du sable qui disparaît, carrément. On a une pénurie de sable sur Terre. Faut le savoir, les grands buildings, tout ça, les villes modernes consomment tout le sable du monde. Et le problème du béton, c'est qu'il est armé avec de l'acier et c'est pas recyclable. À la fin de vie du bâtiment, on fait tout exploser la dynamite et on a des gravats, on a de la ferraille qui est bloquée dans les gravats et on va entasser ça dans des déchetteries, enfin spécialisées quoi. Mais à recycler, c'est très compliqué. Voilà, c'est très coûteux. Donc on ne le recycle pas, c'est trop coûteux. Donc on perd des matériaux comme le vanadium qui est dans le fer. On perd le fer, on épuise les ressources, donc ça va pas. Le ciment, c'est rien d'autre que de l'argile qui a été cuite. Donc là encore, le ciment, c'est un autre problème. Et donc voilà. Et puis la vie disparaît dans l'océan. Quand on racle les fonds des mers pour récupérer le sable, eh bien on n'a plus de poissons parce qu'il y a des poissons qui pondent leurs œufs dans le sable. Donc ça épuise les ressources en poissons, etc. Donc voilà, c'est une catastrophe. Ça supprime toutes les algues, toute la nourriture pour les poissons est détruite, y compris leurs œufs. Donc le béton, c'est une catastrophe. Donc j'ai réfléchi sur ce problème-là et en fait il est tout à fait possible de faire des fondations en inox. En fait il faut imaginer une semelle enterrée profondément dans le sol jusqu'à la partie roche dure, une plaque suffisamment large, suivie au centre d'un tube qui monte, puis à nouveau d'une plaque. Et ce tube, bah, il est fileté, il dépasse même de la plaque. On peut serrer ensuite sur cette plaque, comme on voit, il y a des poteaux qui sont fixés sur des espèces de rehausses en ferraille là qu'on achète toutes faites, qui sont standards. Quand on fait des poteaux verticaux, bah, le même principe, mais enterré dans le sol et en inox bien sûr, parce qu'en galva dans le sol, ça va rouiller au bout de 10 ans ou 25 ans. Donc ça partira en poussière, mais en inox ça ne bougera pas. Alors en inox, si on est tout le temps en contact de l'eau, il faut mieux prendre un inox 316. L'inox 304 suffit pour la pluie, mais si vous êtes vraiment en contact de l'humidité permanent, il vaut mieux utiliser un inox 316 qui est un peu plus riche en chrome, qui est un petit peu plus cher, mais au moins lui il ne bougera pas. C'est l'inox alimentaire en fait, l'inox 316. Voilà ce que je peux dire. Et en fait, il est tout à fait possible de. Alors, parce que le but de la fondation, c'est d'empêcher que la maison s'arrache au vent en fait. Ça n'a aucune autre utilité, c'est de faire que la maison soit suffisamment lourde pour résister aux tempêtes. Et pour ça, il faut l'ancrer dans le sol. Et donc, en fait, si vous avez une couche d'argile, alors plus la terre sera profonde et plus ça sera efficace. Forcément, si vous avez 20 cm de terre, ça va être un problème, hein. Donc il faut enterrer ces fondations en inox, on peut dire des piliers en inox finalement. Il faut les enterrer suffisamment profond pour que la masse qui est pris par la plaque ne puisse pas s'arracher et que si le vent, la maison tire sur le sol, il faut qu'il y ait de la masse d'ancrage au sol. Voilà. Et vous pouvez relier tous les piquets, tous les poteaux inox, enfin toutes les fondations inox, vous pouvez les relier entre eux par des poteaux enterrés.
et les poutres placées à l'horizontale et soudées, et surtout après ça fait une structure complètement impossible à déraciner, quoi. C'est comment ça s'appelle, le mur cassera avant de déraciner quoi que ce soit. Voilà, ça c'est une solution qui permet d'éviter de mettre du béton. Et quand on y réfléchit, en quantité d'acier, par rapport à un béton armé, bah ça va pas changer grand-chose, hein. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment durable, parce que vous revenez dans 1000 ans, les fondations, elles sont toujours là, hein. Ça va pas casser, à moins qu'il y ait un tremblement de terre violent et que ça déchire le sol, mais parce qu'un tremblement de terre, c'est puissant, hein, ça peut vous casser du granit. Et le granit, il n'y a pas plus solide que le granit en termes de pierre. Ça résiste à la flexion, ça résiste à la traction, contrairement à la plupart des pierres. Donc c'est vraiment la pierre la plus solide. Bah, quand vous avez un tremblement de terre, ça vous déchire le granit comme si c'était du papier. Donc si vraiment ça secoue très très dur, ça casse tout. Il n'y a rien qui résiste. Mais en général, vous n'auriez pas de chance de tomber sur un endroit où le sol se déchire quand même. Donc ça va résister au séisme, ça va résister à tout. Et vous revenez dans 500 000 ans, vous pouvez refaire une maison sur ces fondations-là et ça ne va pas bouger. Par contre, des fondations en béton, dans 1000 ans, vous êtes sûr que c'est foutu, hein. Vous allez avoir tous les 10 premiers centimètres qui auront claqué au gel, qui se seront désagrégés, ça sera parti comme ça sera effrité, quoi. Au bout de 50 ans, vous avez tous les fers armés dans le béton qui ont rouillé et qui auront fait éclater le béton. Moi j'ai vu un parking souterrain à Gourette, il avait 20 ans. Les piliers en béton de 50 centimètres de diamètre, ils étaient éclatés par les fers qui étaient armés dans le béton parce qu'ils avaient rouillé. Alors la corrosion en montagne, ça va toujours plus vite que dans la plaine, mais la dilatation du fer qui rouille dans le béton fait éclater les piliers. Au bout de 20 ans, le parking souterrain était fermé, inaccessible, dangereux, il devait tout refaire. Puis la quantité de béton dans un parking souterrain, c'est immense, hein. Donc voilà, c'est des constructions qui n'ont aucun avenir, qui épuisent les ressources, qui n'ont aucun niveau de conscience, rien du tout. Alors c'est vrai, ça va vite, ça coule vite, vite fait, mal fait, pas durable, épuise les ressources. Voilà, alors qu'on peut faire à peine plus cher, durable, et vraiment durable, et conscient, écologique, etc. Donc voilà, c'est vers ce genre de choses-là qu'il faut aller pour respecter l'équilibre sur Terre. Parce que c'est toujours, il y a un équilibre, c'est la nature, va filtrer les pollutions, mais elle va à une certaine vitesse. Il ne faut pas aller plus vite que cette vitesse-là. Il ne faut pas aller plus vite que le temps que la vie met pour réparer le dégât, etc. Donc c'est le seul et unique moyen de durer. Sinon, rapidement, on va tous soit à la dépopulation grave que Bill Gates veut organiser, soit parce qu'il faudrait maintenir le niveau de vie qu'on a ou la manière de faire. C'est plutôt la manière de faire qu'il faut changer, c'est pas dépeupler. C'est 8000 mètres carrés par habitant en France, c'est pas. Voilà, faut pas être plus nombreux, mais il faut pas être moins nombreux. Je vois pas trop. On n'est pas en surpopulation en France, on est dans le bon compromis, je pense. Faut pas plus. Si c'est moins, évidemment, ça fonctionne, mais je pense qu'on peut y arriver, il suffit de bien s'organiser, ça me paraît viable. Voilà. Et donc, si vous avez une maison à construire, pensez à tout ça. Réfléchissez. L'inox, ça se récupère en ferraille, hein, à 2 € le kilo. Faut le savoir. Donc, faut fouiner, hein, faut chercher. Parce que c'est bien si vous passez pas commande à la mine pour réextraire de l'inox, parce qu'il y a beaucoup d'inox ou de matériaux perdus, hein, dans les ferrailles. Après, c'est revendu très peu cher et puis c'est refondu, hein, mais c'est mieux de lui donner une deuxième vie. Donc voilà. Donc moi, par exemple, tous mes poteaux de clôture d'angle, ils sont en inox, ça permet de mettre de la tension. Voilà, et vous pouvez faire ça. Alors moi, j'ai coulé une petite quantité de béton pour mes piliers, parce que l'inox que j'avais était un peu trop petit, donc ça ne permettait pas de faire l'arrachement par rapport au sol, la profondeur. Alors j'ai coulé, mais j'ai pas coulé grand chose, j'ai coulé 200 kg de sable ciment seulement. Voilà, le poteau en lui-même il fait 55 kg. C'est pas suffisant pour supporter la tension.
Donc j'ai retiré une petite, bon ça fait, je sais pas, il y a trois brouettes, quoi. Ça fait trois grosses brouettes de... Ouais, sur le dernier pilier, j'ai fait trois grosses brouettes de béton armé. Mais il n'y a pas il y a pas d'acier, hein. C'est juste du béton comme ça, riche en ciment, mais il n'y a pas il y a pas d'armée, il y a pas d'armée, ça sert à rien parce que le armé c'est le poteau. Le poteau a une structure triangle et c'est lui qui fait le armé en fait. Et c'est du armé qui ne rouillera pas parce que c'est de l'inox. Donc et puis comme c'est très profond, c'est à l'abri du gel, donc c'est une fondation enterrée en fait, qui n'a pas de raison de s'altérer dans le temps en fait. Là où elle est placée, le béton va durer parce qu'il est loin des zones de variation de température et d'humidité. À cette profondeur-là, on est proche de la roche-mère, donc il y a un taux d'humidité qui est presque constant, une température qui est quasiment constante. Donc il n'y a pas des problèmes de variation de température, de dilatation qui font vieillir le matériau, etc. Et donc ça est beaucoup plus durable. Ça je le sais parce que par exemple j'ai analysé toutes les pierres de France. Et par exemple le tuffeau c'est la pierre de calcaire la plus fragile de France, c'est aussi la plus belle mais c'est la plus fragile. Et il se trouve qu'en sous-sol elle ne bouge pas du tout, elle est très très durable parce que pour ces raisons-là, c'est qu'en fait température et humidité sont constants en profondeur et du coup elle ne se désagrège pas. Elle garde ses propriétés. Mais dès qu'on la sort du sol, elle est soumise aux variations de température et aux variations d'humidité. Et puis là, elle éclate au gel. Enfin, elle dure pas longtemps, hein. Du tuffeau, ça dure 20 ans, 50 ans. Après, c'est déjà tout abîmé. C'est la plus mauvaise pierre de France, hein. Vraiment, il n'y a aucune résistance au cycle de gel. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'utiliser de la pierre naturelle pour construire votre maison, c'est tout à fait écologique. Parce que moi, par exemple, sur mon terrain, c'est de la pierre dure qui résiste au gel. Euh, Parce que on le sait tout de suite, hein, si elle résiste au gel, vous mettez un petit mur en pierre sèche. Si vous passez 3 années sans que les pierres éclatent, c'est que déjà c'est de la bonne pierre. Vous les tapez entre elles pour écouter le son qu'elles font. Vous voyez, plus le son est aigu, plus la pierre est lourde et plus la pierre est dense et moins elle prend l'humidité. Et plus il y a de chances que ça résiste au gel. Voilà, ça c'est un premier critère qui déjà permet d'estimer. Voilà, et puis les pierres dures souvent sont plus résistantes au gel, mais ça peut arriver de tomber sur une pierre dure poreuse, hein, ça m'est arrivé. Donc il faut faire le test. Voilà, c'est le moyen. Et puis quand vous creusez un peu, vous pouvez récupérer des pierres et faire certains murs. Le problème des murs, c'est qu'il faut toujours rajouter du ciment, etc. Alors on peut toujours monter un mur à la terre et à la pierre, c'est possible. C'est assez technique. Ça se faisait comme ça dans le temps. Bon, ça tient 100 ans, hein, faut le savoir, mais oh, c'est possible. Voilà, c'est selon ce que vous voulez faire. Voilà. Bon, je vous ai dit un peu tous les secrets de la construction en conscience et dans quel sens il faut que ça progresse et que ça évolue parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans la conscience vraiment, hein. On n'en est qu'à la moitié du chemin. Et puis tout n'est pas encore vraiment organisé au niveau industriel pour les constructions de maisons. Construire des maisons de paille rapidement, ça n'existe pas encore, hein. On ne sait pas encore faire. Il y a encore beaucoup de progrès à faire sur les techniques pour travailler vite. Parce que, oui, forcément, si on met trop de temps à construire une maison, c'est coûteux de par le temps. Une maison en paille, naturellement, c'est assez long à construire. Voilà, c'est parce que la paille, elle n'a pas une dimension très constante, il faut ajuster sans arrêt, il faut tasser, c'est lourd à brasser. Enfin, moi, je l'ai fait, c'est beaucoup plus long que ce qu'on imagine. Voilà. Il faut recouper les pailles qui dépassent, etc. Des fois, les cordes elles cassent, il faut les remettre. C'est tout un truc. D'ailleurs, les bottes de paille, il ne faudrait pas que ce soit en corde nylon, il faudrait que ce soit en fil inox en fait. Ce serait idéal. Au moins, on est sûr que ça ne va pas casser dans le temps. La paille, il n'y a pas de souci, hein, c'est comme le bois, si ça l'abri de l'humidité, dans 1000 ans, il y a toujours la paille, hein. Moi, j'ai acheté une maison du 14e siècle, il y a un bousilli, on appelle ça. Un bousilli, c'est de la terre mélangée à de la paille, mélangée à des bois d'acacia, pour faire des plafonds. Vous voyez, au bout de 600 ans, la paille est toujours là. Alors certes, elle est devenue un petit peu plus cassante, etc., mais elle est toujours là. Donc ça montre bien l'efficacité quand même, hein. C'est un matériau siliceux qui est très durable au sec. Voilà, donc je vous ai dit tous les petits secrets qu'il fallait savoir pour faire une maison le plus conscient possible et le plus durable possible, hein.
et le plus performant aussi. C'est pas seulement... et puis ça peut être très très beau. Voilà, et vous pouvez épater tout le voisinage avec une conception comme ça. Bon allez, je vous laisse. Au revoir.